Donc, bonjour à tous, bonjour Twitch, bonjour, YouTube dans le futur, voilà et bonjour Antoine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je Bonjour et merci. des fois, j'aurais l'impression, comme d'habitude, de regarder ailleurs. C'est soit parce que je Ouais, regarde mes notes pour les questions, soit parce que je te regarde toi, mais en fait, tu pas au même endroit que la caméra. bah, ça Donc va faire pareil de mon côté, donc bon, bah, tout va bien alors. on va switcher. Hem, que dire? Bah, on va commencer l'interview. Donc, tu as ton livre qui est sorti très récemment, Ouroboros, Mmh, leur détestable existence. Donc, c'est un oui, tome 1. Ça attend une tout suite. à fait, On a très envie tout à d'avoir la fait. suite. J'ai fini le livre, j'ai fini le livre très récemment parce que j'étais un peu à Mmh, la bourre dans mon planning et j'ai beaucoup aimé. J'ai très envie d'avoir la suite. Voilà. merci, c'est gentil. Une question que j'aime bien poser pour commencer et que généralement on me dit après l'avoir posée: «Pourquoi écris-tu?» Alors, je pense pas que je vais te me dire, mais je vais réfléchir un petit peu. Alors ça remonte, à assez longtemps, mais ça a toujours été, très fractionné, on va dire. J'ai toujours beaucoup aimé lire et bah, quand j'étais petit et que j'ai appris à lire, je me suis dit, «Un jour moi aussi j'écrirai des livres». Donc après, j'ai pas beaucoup écrit, pendant mon enfance. Ensuite, au début milieu adolescence, je me suis mis, aux jeux de rôle et là, j'ai commencé à, bah, écrire des scénarios, tout bêtement et bah, Ouroboros à la base était, un scénario, de jeu de rôle, qui s'est un petit peu amplifié parce que je sais pas, je le sentais bien. Il y a aussi parce que j'étais sur un job d'été où j'avais pas mal de temps à perdre. Donc, sur, quelques semaines, j'ai passé, pas mal d'heures à écrire juste pour voir et après ça a pas mal été pour voir jusqu'où je pouvais aller et puis, à partir du moment où ça s'est un petit peu débloqué, c'était juste, en mode bac à sable, en gros. Voilà, on va continuer, on va voir, ce que ça donne, on va mettre ci, on va mettre ça, puis voilà. OK. Donc là, aujourd'hui, maintenant, j'écris, parce que je suis sous contrat. Heu et aussi parce que, bah, ça me fait plaisir de voir que c'est devenu beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant, à la fois pour moi et aussi, bah, pour les gens qui me lisent parce qu'au début c'était moins bien, Bah, c'était moins bien. l'exercice permet toujours, de progresser. De toute façon, c'est en Ah pratique oui, qu'on oui, oui. apprend. Voilà, de toute façon, on voit les différences. Pourquoi est-ce que, tu as choisi l'imaginaire, la fantaisie, pour, ton écriture? Pourquoi pas un cadre réaliste? Alors ça, c'est facile, c'est parce que, bah, j'ai toujours été plus ou moins, baigné dans la fantasy, que ce soit sur, mais les livres que je lisais, les films que je regardais, les jeux auxquels je jouais et j'ai plongé dedans quand j'avais 5 ans et que je regardais mon père jouer à Baldur's Gate. Donc Ah oui, voilà, d'accord. voilà, j'ai ça fait un moment et donc en fait, ça m'est jamais vraiment venu à l'esprit d'écrire, autre chose. Ah si, récemment là, depuis que je m'y suis un peu plus mis, j'ai creusé d'autres choses, personnellement, mais j'ai toujours été aussi plus intéressé par le côté, fictionnel et heu, imaginaire et aussi, comment dire? La grosse liberté que va permettre, la fantasy on peut faire en fait littéralement ce qu'on veut avec et il n'y avait pas vraiment de code ou de Mmh. barrière, à respecter donc c'était vraiment, Bah, open l'avantage de bar. la fantaisie, c'est qu'on les limites sont celles qu'on pose finalement. Donc, Voilà. si tu Après veux c'est à te double tranchant. oui. C'est à double tranchant parce que si tu enfin, j'avais pas posé vraiment de limite au début, donc à un moment, je me suis retrouvé un peu comme un con. Heu, bon, et j'ai dû en poser à nouveau pour que l'histoire reste quand même un peu intéressante et cohérente. Est-ce que le genre que tu préfères lire est le genre que tu préfères écrire? Je pense que oui. Alors, j'ai mes livres préférés sont des livres, de fantasy, globalement, on va dire, je pense. Après, ça va toujours tourner un petit peu autour de l'imaginaire, donc fantasy, fantastique, SF.
Je saurais pas te dire quel est le livre ou quels sont les livres que je préfère. Ça tourne beaucoup. Mais globalement, ouais, ma bibliothèque est pas mal remplie de tout ça. Après, je ne renie pas les autres genres et Oui. j'aime bien lire aussi un petit peu tout ce qui peut, enfin, tout ce qui peut avoir l'air intéressant. En général, ça le devient assez vite. Est-ce que tu as une, routine d'écriture? Pas du tout. J'ai essayé, puis j'ai fini par renoncer. J'ai essayé de m'astreindre en quelque sorte à écrire un peu tous les jours, hein. On en parle souvent, écrire à peu près 500 mots par jour. Mais il y a toujours un moment où je me dis flemme. Et du coup, on part sur plusieurs semaines de flemme. Et puis à un moment, je me dis, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas écrit. Hop! Et du coup, je m'y remets. Et en général, quand je m'y remets, ça va un peu crescendo. Au début, c'est des petites doses. Et puis après, je me retrouve à écrire parfois pendant plusieurs heures. Ça dépend aussi du temps que j'ai. Euh, Ce qui est compréhensible. mais non, j'ai vraiment pas de routine. C'est selon l'envie du moment. Tu m'as parlé tout à l'heure, autour de comment tu as été publié. Est-ce que tu pourrais, revenir du coup sur, le concours d'écriture, dont tu m'as Avec plaisir. Donc quand j'ai commencé à écrire et que j'ai eu fini une première partie, on va dire, je l'ai fait lire à ma famille, à mes amis, et il y a toujours le moment où on se dit, mais qu'en penseraient des gens qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas biaisés? Donc là, j'ai essayé de participer à des concours littéraires, et j'en ai fait, genre, je ne sais plus trop, ça fait longtemps, mais peut-être 4-5. Et l'un des derniers dont m'a parlé une pote, je l'ai tenté comme ça, puisque les autres avaient rien donné. Et elle m'en a parlé, je crois, 2 ou 3 jours avant la remise des manuscrits. Donc, comme j'avais le mien tout prêt, écoute, je l'ai envoyé direct. Et en fait, c'était un concours qui m'a beaucoup plu. C'est un concours organisé par l'Association des Murmures littéraires. Et c'est un concours qui est très bien fichu, très bien encadré, avec des juges désignés qui vont lire les manuscrits envoyés, et surtout qui vont faire vraiment des retours détaillés, et ça c'est très appréciable et très agréable en tant qu'auteur, puisque ben, d'une part c'était des retours valorisants pour moi, donc c'était encore plus agréable, la plupart, pas tous, mais ça donne aussi un retour objectif de personnes qui ont l'habitude de lire et qui ont l'habitude de lire le genre qui, qui est écrit par la personne. Et c'est des retours plus détaillés, plus pointus, plus objectifs que ceux de la famille ou des amis. Donc c'est quelque chose qui lance vraiment en avant. Et ils ont un partenariat avec certaines maisons d'édition, ça change tous les ans, je crois. Euh, et les maisons d'édition partenaires s'engagent du coup à lire avec attention les manuscrits des lauréats qui leur sont envoyés. Et donc c'est comme ça que Beta Publisher a accepté de me publier. Merci à eux. Bah, c'est une belle histoire et du coup, j'ai pu mettre le lien, des murmures littéraires, dans le chat. Donc s'il y en a qui sont intéressés, pour YouTube, je le mettrai bien sûr dans la description. Hem, En tout cas, enfin, je pense que c'est une belle découverte, moi, je suis contente que tu aies été publiée. On a pu découvrir ton Merci. roman. Merci. Est-ce que tu as des inspirations particulières? Oui. Alors, bah déjà, j'en reviens à Baldur's Gate dont j'ai parlé tout à l'heure. À l'époque, au tout début où j'ai commencé à écrire, c'était donc un scénario de jeu de rôle qui a évolué un peu pour devenir une fanfiction de Baldur's Gate. Je sais pas si tu connais le jeu, l'univers. Moi non, malheureusement, et la personne, qui, aurait pu, le connaître, n'est pas ici. En gros, c'est un jeu vidéo, un roleplay, un RPG qui se déroule dans les Royaumes oubliés, l'univers de Donjons et Dragons, euh, si Oui, tu ça, visualises. je situe plus. Voilà. Et comme j'ai plongé dedans très tôt, j'étais très attaché à l'univers, aux personnages, à en fait. Et donc, ça a été un de mes premiers challenges, en quelque sorte. C'était de faire une histoire qui reprenne quelques personnages, qui tourne pardon, autour des personnages. Et je crois qu'à l'époque, je m'étais dit, on va essayer de les amener jusqu'à l'époque où se déroulent les événements du jeu.
Donc c'était plutôt pas mal, j'étais plutôt content. Et puis à un moment, je me suis dit, mais j'ai pas du tout les droits sur les Royaumes oubliés, j'ai pas du tout les droits sur les personnages. Là, maintenant que j'ai bien avancé, j'aimerais bien peut-être passer à l'étape supérieure, mais je vais pas du tout pouvoir le faire, puisque je peux pas publier quelque chose sur lequel j'ai pas les droits. Donc, j'ai tout repris, j'ai tout remis à zéro, j'ai gardé l'histoire globale, mais j'ai changé les personnages, j'ai changé l'univers, j'ai changé plein de Oui, trucs. Donc quasiment tout. ça a été le moment de créer. Et du coup, bah, c'est ça qui en est sorti. Voilà. Et donc, Baldur's Gate reste quand même une très très grosse source d'inspiration. Il y a beaucoup, en tout cas les Royaumes oubliés, Donjons et Dragons de manière générale, il y a beaucoup de clins d'œil, de références plus ou moins cachées à l'intérieur. Après, en dehors de ça, bah, les classiques, hein, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, le Donjon de Nullbuck un petit peu, même si je suis pas trop sûr de la low fantasy. Mais globalement, bah, tout ce que j'ai lu, en fait. D'accord. Revenons. Heu, Entamons vraiment les questions sur le livre. Hem, Ouroboros, leur détestable existence, c'est le démarrage du coup de cette aventure. Heu, Combien de tomes va durer ce voyage? Alors, normalement, il va y avoir 3 tomes du coup, qui vont être tous divisés en 2 parties, puisque j'ai prévu en gros l'arc narratif sur 6 parties, parce que j'ai quand même un minimum d'organisation. Donc j'ai mes repères sur les 6 parties. Et à la toute base, c'était censé être découpé en deux, donc 3 parties d'un côté et 3 parties de l'autre, mais c'était trop épais pour un livre. Donc finalement, on a convenu de découper en 2 parties, 2 parties, 2 parties. Et j'ai écrit les parties comme si c'était en fait des livres unitaires, donc la fin d'une partie clôt à peu près tout ce qui s'est déroulé à l'intérieur. Donc après, ça pose pas particulièrement de problème. En tout cas, Chaque j'ai partie pas fait l'impression. un arc, enfin, faut lire les arcs Ensuite, précédents pour comprendre la suite, mais chaque ah partie oui, est un oui, arc, quand quoi. même. Mmh. Hem, D'ailleurs, est-ce que tu sais à peu près le rythme de publication? Alors je sais pas exactement, on n'a pas prévu de date encore et je sais que le calendrier de la maison d'édition est, pas mal chargé et je crois qu'il est plein pour 2024. Donc il est possible que la suite sorte que début 2025. Après, à voir. On n'en a pas encore discuté, de notre côté puisque la fin d'année est chargée aussi pour la maison d'édition. Mais, bah, le plus tôt possible, j'espère. Hem, je vois que j'ai oublié de paramétrer quelque chose sur la c'est pas grave. Dans ce livre, on a un univers qui est vachement riche, parce que finalement tu es reparti de 0 mais tu as quand même, va bien créé. Il y a beaucoup d'espèces normalement, enfin Mmh. notamment waouh, comment tu t'y prends pour travailler justement ces espèces, pour les créer, les inventer? Et ben, c'est venu, au fur et à mesure, en fait. Au tout début, j'avais juste, bah, les humains, hein, le classique, c'est beaucoup plus facile de s'identifier, et c'est plus facile de créer des personnages humains puisque, ben, ils ont des caractères qui sont plus faciles à cerner, une société qui est plus facile à cerner et je trouve que c'est pas facile du tout d'inventer des sociétés non humaine, en quelque sorte, qui n'ait pas les mêmes référentiels que la nôtre. Donc au début, il y avait les humains et les, euh, les Aranval qu'on croise au fur et à mesure du bouquin. Et deux des personnages principaux sont des Aranval. Donc là, à la base, c'était des Yuan-ti, en fait, tout bêtement, qui sont des créatures issues de Donjons et Dragons, encore une fois. Donc ils ont migré tout bêtement de homme-serpent à homme-serpent, plus ou moins. J'ai juste renommé la chose, voilà, avec un Ah OK, truc. Je sais même plus comment ça m'est sorti, ça faisait bien, voilà, ça rendait bien. d'accord. Puis ensuite, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des vampirions qui sont des vampires, hein, en quelque sorte, et qui sont apparus comme des méchants assez plausibles, et que je me suis retrouvé à creuser un petit peu plus
selon l'autre selon l'autre versant, en faisant pas forcément des gentils, mais en essayant de créer des personnages issus de cette ascendance-là, pour les raisons que tu sais, du coup. Les primitifs, je voulais des autochtones qui ont été violentés, qui ont été colonisés et qui avaient assez peu de quoi se défendre. À la base, c'était des alphelins, des hobbits, en quelque sorte. Et ensuite, quand j'ai recréé, je me suis dit, on va aller chercher vraiment à fond le côté primitif et on fait un peu des hommes singes, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il m'en manque. Les gnomes. Les gnomes. Ah oui. Les gnomes, c'était bah, encore une fois hein, des gnomes de Donjons et Dragons. Donc ensuite, j'ai rapproché ça des primitifs et j'ai trouvé une raison à leur intellect plus développé. Et tout ça, c'est intriqué euh, assez aisément dans l'histoire globale et ça a d'ailleurs participé à construire l'histoire globale puisque globalement, je savais où j'allais, mais il y a beaucoup de choses qui se sont construites aussi au fur et à mesure de l'écriture. Ouais, je crois que je les ai tous. Moi, j'en vois pas d'autres. Mais Je sais plus. Mais je crois euh, que je les ai tous. je vais passer du coup, enfin, t'as commencé à aborder des personnages, donc je vais Hmm. passer un peu sur les personnages. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'alternance aussi de points de vue. Oui. Pourquoi choisir de changer autant de points de vue? Alors, à la base, il y en avait trois. Il y avait trois protagonistes, Wayne, Kerrick et Narissa. Et ensuite, j'ai perdu les pédales. Ensuite, l'univers s'est enrichi. J'ai découvert les Vampirions, j'ai découvert les Primitifs, j'ai découvert les Gnomes. Je me suis dit, j'en veux un de chaque parce que j'avais envie d'illustrer un peu l'univers, de visiter l'univers créé et de le visiter aussi sous le prisme en fait des différents regards, comme ils ont tous des sociétés différentes, des historiques, des histoires différentes, des passés différents. Ils vont pas avoir les mêmes sentiments, les mêmes ressentiments les uns à l'égard des autres, éventuellement. Et c'est intéressant de se mettre à la place de chacun d'entre eux. Donc il y en a de plus en plus parce que j'avais aussi envie d'explorer certains personnages secondaires comme Lise, Neyre ou le Duc Altan, euh, qui à la base n'étaient pas du tout des personnages principaux, mais auxquels je me suis attaché. Essentiellement aussi, je pense, parce qu'ils ont été créés après les premiers personnages, où j'avais déjà un petit peu plus d'assurance, et ça m'a permis de créer des personnages que je trouvais mieux, enfin mieux fait en tout cas, avant d'avoir retravaillé les premiers. Donc je me suis dit, ça serait cool de les avoir en personnages principaux. En plus, comme ça, je pourrais les envoyer se balader un peu partout, on va pouvoir visiter l'univers, c'est parfait. Et puis à la fin, j'en ai 9, et là, parce que 9 points de vue différents, j'avoue que c'est galère à gérer. Ça peut être Oui. galère à lire aussi. Alors, comme je suis en plein dedans, j'ai du mal à me projeter là-dedans. Mais moi, je trouve la chose intéressante. Mais je comprends que pour les lecteurs, ça puisse être enquiquinant parfois. Alors, moi j'ai trouvé que c'était pas spécialement difficile à lire. Parce que finalement, tu amènes rapidement. Enfin, tu amènes les personnages progressivement. Alors certes, les Mm. trois protagonistes principaux arrivent rapidement et Mm. s'enchaînent, mais vu qu'ils sont clairement identifiés, et que après on identifie les autres par rapport à ces protagonistes avant de s'identifier à eux, finalement Mm. ça coule un peu de source d'avoir et puis ça nous donne une vision globale alors qu'on pourrait se demander bah tiens qu'est-ce qui s'est passé pour ce personnage Mm. alors que cette fois enfin on Mm. sait ce qui se passe. Ok, bah tant mieux. Et ça me permet aussi de garder un certain rythme, puisque je me dis, chaque point de vue, j'y accorde à peu près 1500 mots en quelque sorte, enfin, pour essayer d'avoir des trucs à peu près équilibrés et de switcher tac, 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 assez régulièrement pour pouvoir avoir une espèce de dynamisme dans la lecture et euh, de pas ignorer tel personnage au profit d'un autre. J'essaie d'équilibrer un peu les choses. Donc en fait, les trois personnages principaux, comme tu dis, sont des personnages principaux au début du livre parce qu'il n'y a que eux essentiellement.
mais ils perdent un peu leur statut de personnage principal au fur et à mesure pour que tout le monde puisse avoir droit à ces petits moments. Hem, donc en parlant de ces personnages, principaux, moi j'ai relevé que Wayne et Kirik, ils étaient, vachement opposés, faut le dire, Mhm. sur beaucoup de principes et cetera. Mais pourtant ils ont vraiment un trait de caractère qui les lie, c'est, leur témérité avec leur imprudence. Heu, Mhm. Pourquoi les rassembler sur ce trait? Alors, c'était pas intentionnel. Je pense que c'est parce que c'est pas facile de faire vivre des aventures à quelqu'un de très prudent. C'est avec des personnages imprudents, jeunes et un peu tête brûlée. On peut les envoyer plus facilement dans des situations où ils vont se retrouver en situation de problème, en quelque sorte, des situations problématiques dont ils vont devoir se sortir. Et je pense qu'au début, c'était plus facile à gérer pour moi pour lancer des trucs, lancer l'histoire. Après, je les ai voulus aussi différents, opposés, en quelque sorte. Mais s'ils étaient juste opposés complètement, il n'y aurait eu aucune raison pour qu'ils se lient, qu'ils s'allient. Ils se seraient juste détestés et là, Oui. j'aurais été en galère. Donc, il faut bien qu'ils aient quelques points communs quand même, quelques terrains d'entente. Je vais repasser encore une dernière fois sur les points de vue. Tu prends le point de vue d'un peu, tout le monde et du coup tu prends aussi le point de vue, de l'autre côté, en fait, puisque tous Mmh, les protagonistes ne sont pas dans le même camp. mmh, C'est clairement expliqué, dès le premier chapitre de toute façon. mmh. Pourquoi, vouloir se placer des 2 côtés, Alors ça, c'est parce que, je suis pas trop fan de les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu enfin pas toujours peut-être, mais, depuis que j'ai commencé à y réfléchir, qui me discute un petit peu parce que les méchants qui sont méchants pour être méchants, pour moi, c'est pas crédible, c'est pas cohérent. L'antagoniste de l'histoire doit avoir ses propres raisons, doit avoir ses propres enjeux, ses propres objectifs qui doivent être crédibles et cohérents. Sinon, c'est un méchant sur le papier, mais c'est un oui, mannequin, quoi, en quelque sorte. Donc là, j'avais envie d'explorer les camps opposés pour justement donner un peu de consistance à tous ces camps. Et j'ai pas eu envie de faire un camp de parfait, un camp de bon, en quelque sorte. Ils ont tous leurs bonnes choses et leurs mauvaises. Les humains, par exemple, sont colonialistes, sont tyranniques avec les autres espèces, limite xénophobes, mais d'un autre côté, ils ont forgé une civilisation qui roule en très peu de temps. Ils sont très protecteurs les uns des autres. Il y a énormément de bonnes choses qui vont se passer avec la, la prise en compte la prise en compte des faibles, pas dans tous les coins, avec l'organisation globale pour assurer la paix. Euh, voilà, ce genre d'éléments. C'est pas juste des méchants colons qui veulent oui. venir tout casser. Ils sont là pour une bonne raison, ils veulent s'installer, ils veulent sécuriser, ils veulent leur endroit pour vivre. Après, les prix à payer seront payés s'il le faut. Bah, justement, on va parler un peu plus, de cette société, bah, qu'ils ont fondée. On est une société, enfin, à Angemar, on a une société pyramidale, aussi Mm. bien, dans les fonctions que, dans l'organisation des rues, puisque en bas, il y a le port et les quartiers les plus pauvres, alors qu'en haut, il y a du coup, les quartiers de la haute. Qu'as-tu voulu mettre en scène avec ce contraste Alors ça, c'est quelque chose de naturel? très, comment dire, très illustratif en quelque sorte. C'était pas une société égale, une société utopique en quelque sorte, comme on peut avoir chez les gnomes, par contre. Il y avait, pour moi, il y avait forcément d'un côté les riches, les puissants, et de l'autre côté ceux qui en souffraient. Puis après, au milieu, enfin,
comme dans la plupart des sociétés d'aujourd'hui, en quelque sorte, hein. J'ai juste reproduit des valeurs sûres, en quelque sorte. Puis après, la ville haute et la ville basse, j'ai pensé que c'est quelque chose qui m'a semblé logique, avec les riches qui vivent en haut parce que c'est plus confortable, la vue est plus belle, il y a plus d'air, et les pauvres qui vivent en bas dans les odeurs du port, les tanneries, voilà. Puis avoir une société conflictuelle, c'est aussi plus intéressant qu'avoir une société où tout se passe bien, parce que sinon il se passe pas grand-chose en fait. Il faut une société un petit peu chaude qui soit sujette à évolution, d'une manière ou d'une autre. La société des gnomes, par exemple, qui eux vivent euh, en égaux, en bonne entente, et où c'est un peu les bisounours, en quelque sorte. C'est une société qui n'est pas vouée à évoluer, puisque tout s'y passe déjà très bien. Donc si j'avais fait une société principale comme ça aurait été compliqué, là encore, d'y faire se passer des choses concrètes. Mais je suis assez content d'avoir pu explorer un petit peu bah, l'autre aspect, du coup, avec d'autres sociétés. Je vais revenir dessus après. Heu, concernant du coup, bah, Ange-Marx, c'est, une société, dirigée aussi bien par la politique que la religion. D'ailleurs, les 2 font quasiment un. Et il y a 5 divinités protectrices. Est-ce que tu peux, les présenter rapidement? Alors, oui, normalement. Donc, bah, déjà, j'avais voulu effectivement comment dire, des chefs religieux, en quelque sorte, parce que ça me semblait, encore une fois, à l'époque, le plus simple pour expliquer pourquoi les humains sont venus ici, pourquoi ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, parce que ils ont des guides mystiques qui sont aussi à la fois des chefs politiques. Et donc, le premier d'entre eux, c'est Valalma, qui est le dieu aimant, le dieu qui rassemble, le dieu de la famille. Alors, je ne sais plus exactement tous les qualificatifs parce que je les ai changés à un moment, mais en gros, c'est le théocrate, c'est l'ami du peuple, le petit père du peuple, peut-être éventuellement. Voilà, après, comment dire, officiellement et officieusement, c'est un tyran puisqu'il règne seul en quelque sorte à la tête de la nation et ses décisions sont souveraines. C'est un monarque, euh, mais encore une fois, il y a des bonnes et des mauvaises décisions. Ce sont tous les cinq, ce sont des oracles, des représentants des dieux, donc qui ont euh, un statut mystique et un statut religieux très élevé. Leurs décisions ne sont jamais remises en question et ils font à peu près ce qu'ils veulent, en quelque sorte. Ensuite, donc voilà, Alma s'occupe de la gestion de la nation, en quelque sorte, et des relations intérieures et extérieures. Les autres sont un peu plus dissociés de la vie politique. Ulm, c'est le protecteur, celui qui protège la nation. C'est à lui qu'on doit l'édification de l'unification, qui est la branche militaire qui va s'occuper de sécuriser la société et éventuellement d'aller sécuriser de manière préventive en tapant un peu dans le vif autour. On a Médule qui préside à la connaissance, à l'érudition, puisque c'est bien beau de construire une société, mais il faut aussi qu'il y ait du progrès derrière. Il faut que la civilisation puisse avancer, donc avec le contrôle du temps, tout simplement, par exemple, Ah, avec les attends, horloges, avec il y a eu une diverses... petite Oui, coupure. à Il quel y a moment? bah, quand tu as commencé à parler, enfin, le contrôle du temps, moi, c'est la dernière phrase que le contrôle. Ok, oui. Bon, c'était une petite coupure. Oui. Donc, Médule, des innovations comme le contrôle du temps, j'ai disais du coup, comme l'éclairage public, qui est quelque chose qui, historiquement, dans notre société en tout cas, a beaucoup contribué à réduire la criminalité dans les rues. Donc, j'ai eu envie, je sais plus comment, de reproduire. Mais voilà, tout ce qui va être scientifique, en quelque sorte.
Il va y avoir Nice, qui est la déesse souriante, je crois. Insouciante. Euh, hein, insouciante, insouciante. Qui elle va être plus proche du peuple et qui va essayer de les aider en quelque sorte à supporter le quotidien, qui est bah, bien sûr pas facile pour tous. Ça va être une divinité moins austère en quelque sorte, auquel les gens peuvent s'identifier, dont ils peuvent se rapprocher euh, pour, pour ben, mieux vivre leur vie en général. Donc elle se balade à travers la nation pour faire ses offices. Et ensuite, il y a le dernier qui n'a pas de nom et qui représente la mort, puisque bah, c'est la dernière issue. Et il faut quand même que dans une bonne religion, il y ait une dose de crainte pour, euh, pour les fidèles. Voilà. Donc c'est, des divinités, qu'on voit qui sont avant tout fonctionnelles, finalement, qui désignent les rouages de la société. Hem, pourquoi faire, une religion basée, sur la fonctionnalité? Et pourquoi le choix de faire 5 divinités? Alors, ça remonte. Je pense que ça s'est fait au pif. Tout simplement. Je m'étais dit: «Ah, il faut des dieux, qu'est-ce que je prends? Ben, je vais en mettre, un comme ci, un comme ça, un truc». Et j'ai essayé de faire quelque chose de cohérent. Par exemple, en me disant: «Si, moi j'étais, un type lambda, dans cette société, à cette époque, est-ce que j'aurais pu avoir envie d'adhérer à cette religion? Est-ce que ça m'aurait plu? Est-ce que ça m'aurait fait me sentir entouré, en sécurité, encadré? J'avais envie d'avoir cinq représentants aussi, cinq dieux, pour donner un peu plus de palette, une palette plus grande de possibilités et pas un seul dieu monolithique, omniscient, qui fasse tout, qui fait tout, parce que j'avais l'intention aussi après de les faire rentrer comme personnages, les oracles en tout cas. Et si j'avais eu quelqu'un qui était parfait, omniscient et omnipotent, ça aurait été très compliqué à gérer. Hem Et donc je retourne un peu, vers la société. Tu as parlé, de l'unification. L'UNIF, Mm. comme certains l'appellent. C'est, donc, un peu la police de ce monde. Pourquoi est-ce que avoir choisi ce titre un peu qui est ironique, puisque enfin l'unification, il n'unifie rien? À base, si. Là, ça fait quoi? Ça fait 200 ans que les humains sont arrivés, à peu près. Et à la base, l'unification, c'est effectivement la force militaire qui a lutté pour euh, unifier, unifier les humains et fonder une seule et même société. Ensuite, bon, ben, les humains étant ce qu'ils sont, ça s'est un peu morcelé, ça s'est un peu partagé. Et là, actuellement, il y a donc la société d'Angemar et la société de Boréamar, notamment, qui se sont scindés à un moment. Et là, l'unification a gardé son titre, parce que voilà, quand même, ça fait bien. Et pour la plupart des citoyens, comment dire, elle continue de garder ses fonctions, elle unifie, elle sécurise, elle protège, elle permet à tous de se sentir suffisamment euh, en sécurité pour pouvoir évoluer. Pour moi, ça fait partie des premiers besoins d'une civilisation. Si les gens se sentent pas sécurisés, ils vont pas pouvoir justement se rassembler pour faire avancer les choses. Donc là, effectivement, l'unification dans les événements du livre a tendance à montrer ses faiblesses, en quelque sorte, parce que une fois justement qu'elle a unifié, c'est difficile de garder les choses rassemblées. Et elle a tendance de plus en plus à virer vers une police un peu brutale. On a beaucoup, parlé d'Angmar, mais comme tu le viens de l'évoquer, il y a Boréamar. On a aussi parlé de la société des gnomes. Comment, tu as construit, ces différentes sociétés? Est-ce que tu es parti, enfin, par exemple, d'Angmar et tu les as construits après en te posant des questions sur les relations que pouvaient avoir ces sociétés? Ou est-ce que tu es parti, bah, justement, bah, par exemple, la société, des gnomes,
qui est liée à une espèce, à une culture différente? Est-ce que, enfin, quel a été le processus? En fait, je suis parti de la carte, puisque, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dû faire table rase à un moment, reprendre tout l'univers. Donc je me suis dit: «Allez, bah, je fais une carte d'abord, je trace des trucs au pif, à peu près, tiens, je verrais bien un truc comme ça, un continent comme ça». Et ensuite, bah, il a bien fallu, expliquer, quelles étaient, les forces en jeu. Donc, d'un côté, enfin, sur la carte, j'avais ces 2 espèces de continents qui étaient séparés par un petit chenal, donc je voyais bien deux grandes puissances, qui étaient, officiellement alliées, mais quand même où ça fritait un petit peu. Donc, après je me suis dit: «Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait les avoir menés à ça?» Donc, après, toute l'histoire qui s'en déroule avec, Boré-Amar qui a fait sécession, il y a eu une guerre civile et puis finalement ils ont été battus, donc ils se sont, ralliés à la suzeraineté, du théocrate et ils en gardent quand même une certaine rancune. Voilà. OK. Et les gnomes, j'avais pas l'intention de les mettre dans les îles du Soleil, à la base, je vais juste appeler l'archipel comme ça et puis ensuite quand ils sont apparus, il fallait bien les caser quelque part. Donc, je me suis dit: «Je vais leur mettre une ville, là, qui s'appelle Nurilia et quand viendra le moment, bah, je verrai ce que j'en fais». Et du coup, quand le moment est venu, je me suis dit: «Ah, bon, sympa, on va faire un petit paradis tropical». Merci. Hem, je vais passer, de des sociétés, à la magie, les Mmh. arcanes, qui sont donc, bah, très liés à la religion de toute façon. Hem, est-ce que c'est difficile de maîtriser les arcanes? Il faut combien de temps? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Maîtriser les arcanes, donc il y a, comme tu l'as dit, il y a 2 types d'arcanes. Il y a les hauts arcanes qui sont liés à la religion et les bas arcanes qui, ne sont pas liés à l'un des quelconques dieux. J'ai pas de notion précise de l'apprentissage des arcanes, mais je l'assimile à, l'apprentissage de la magie de manière générale encore une fois, dans Donjons et Dragons, qui est une discipline qui demande, bah, pas mal de temps, pas mal d'études, pas mal de pratiques et une grande piété aussi quand elle est liée, à la religion. Donc, pour les hauts arcanes, ça fait partie de la formation de la prêtrise en quelque sorte et plus il va y avoir de pratique et d'entraînement, meilleur sera la maîtrise. Donc on voit, par exemple, la différence entre ce que Kerik est capable de faire et ce que son mentor Neyr, est capable de faire, de son côté. Elle a beaucoup plus de d'entraînement derrière elle. Et de notre côté, les bases arcanes, sont enseignées en quelque sorte par, heu, ont été enseignées par des entités il y a assez longtemps, des entités trouvées dans les îles du Soleil, les anciens, aux premiers humains qui les ont trouvés et ensuite l'enseignement s'est transmis d'humain en humain. Et comme pour les hauts arcanes, il implique, de graver une certaine forme, dans ses chairs, un endroit particulier, afin de pouvoir, heu, analyser en quelque sorte, les pouvoirs qui sont attribués. Je vais revenir un peu en arrière, mais, pourquoi enfin, pourquoi avoir choisi de mettre de la magie? Parce qu'on peut avoir de la fantaisie sans magie. Oui, je sais. Ça, c'est quelque chose que j'ai hésité, beaucoup à enlever et si je réécris de la fantaisie, je pense qu'effectivement j'en remettrai pas. Mais au début, c'était un scénario de jeu de rôle, c'était une fanfiction d'un jeu qui se passe dans l'univers de Donjons& et Dragons. Il y avait de la magie. Je me suis pas posé la question, j'ai mis de la magie et après je me suis dit: «Ah, ça va me compliquer les choses». Parce que c'est difficile de poser les limites de ce que la magie est capable de faire. À quel moment, quelqu'un qui maîtrise la magie va être vraiment en difficulté par rapport à quelqu'un d'autre? Est-ce que, c'est pas ça peut pas être trop puissant? Et ça a été un peu compliqué à gérer. À un moment, au tout début en tout cas, il y avait, également de l'alchimie avec des potions comme on en trouve dans les jeux de rôle ou dans les jeux vidéo, mais j'ai fini par tout virer parce que
pareil, c'était compliqué à expliquer en pourquoi un breuvage qui a été réalisé à partir de matières premières, de végétaux, en quoi il pouvait recevoir un effet magique. Enfin, j'ai essayé au fur et à mesure que j'écrivais, que je construisais l'univers, d'y trouver de plus en plus de cohérence. Et les arcanes, j'ai décidé de les garder parce que les enlever, ça ferait changer beaucoup trop de choses. Euh, et donc j'essaie de les limiter en quelque sorte, de les cadrer. Mais si jamais je réécris un truc de fantasy, effectivement, je les garderai pas. OK. Bah, pour l'instant, ils y sont, donc on va en parler quand même. C'est parti. Le type d'arcane, donc moi je vais parler des grandes arcanes, il varie selon le dieu auquel, on est lié. Mhm. Est-ce qu'il y a pourtant enfin, est-ce qu'il y a des enfin pas des sorts parce qu'il y a pas vraiment de sorts, mais communs aux différentes arcanes? Est-ce qu'il y a une espèce de b.a.-ba que tout le monde a et qui, après, selon vers qui on se tourne et ben on change de Alors, il va pas y avoir de b.a.-ba dans la mesure où pour mériter l'arcane, donc la gravure en quelque sorte, l'espèce de, je sais pas si on peut dire un tatouage, c'est pas vraiment un tatouage, mais c'est vraiment une scarification en quelque sorte. Pour mériter ça, pour les hauts arcanes, il faut avoir suivi ses études de prêtrise en quelque sorte, avoir suivi la formation à la fin de laquelle on reçoit l'arcane, après quoi on apprend à le maîtriser. Donc il ne va pas y avoir de b.a.-ba sans avoir justement cette espèce de stigmate qui va être prépondérant. d'accord. Après, ça relève aussi du bon vouloir de la divinité qui l'attribue. Donc, avec la différence avec les bases arcanes peut être assez importante là, puisque ceux-ci sont indépendants des divinités connues dans la nation humaine. Euh, J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Ah, mais j'ai complètement oublié. Bah, si ça te revient, n'hésite pas à m'interrompre pour le dire. Oui, Hem, voilà, bah c'est bon. là Pardon, excuse-moi. C'est juste à la base, encore une fois, j'en reviens à ce que c'était à la base. alors attends, C'était. je c'est moi qui vais Oui, t'interrompre. Il y a ouais, vraiment un gros bruit de fond. ouais, là c'est le ventilateur qui s'emballe un petit peu, je l'entends. Je vais essayer de débrancher le chargeur, peut-être que. Ré réessaye de parler pour voir. Est-ce que c'est bon, c'est un peu Ah revenu? s oui, c'est Ou... beau, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Ok, Bah, bon, bah, je te laisse, reprendre, ouais, on va voir si ça restait comme ça. Donc oui, à la base, à la toute base, c'était en gros la magie profane et la magie cléricale d'un côté qui sont représentées, donc encore une fois, dans Donjons et Dragons, avec la magie profane qui est maîtrisée par les mages, les ensorceleurs, les sorciers, et la magie cléricale qui, elle, est maîtrisée par les prêtres ou par les druides, qui donc sont affiliés à une divinité. Et les pouvoirs ne sont pas octroyés et utilisés de la même façon selon les deux. La magie cléricale, c'est vraiment une divinité qui accorde des pouvoirs à ses fidèles. Et la magie profane, c'est un apprentissage euh, plus ou moins long de la maîtrise de la trame de l'énergie magique qui imprègne le monde connu. Voilà. Donc après, j'ai dû faire une transition de ces deux formes de magie-là, quand j'ai tout changé, à autre chose qui soit pas trop éloigné parce qu'il fallait pas que, enfin, je n'avais pas envie de tout réécrire, oui mais qui soit quand même un peu différent et un peu original. et Donc après, j'ai rajouté, pardon, vas-y. pardon, c'est moi. Après, j'ai rajouté l'idée des scarifications, Bah, je sais plus comment. Ouais. justement, Oui. j'allais venir sur ces scarifications. Hem, bah, est-ce enfin, pourquoi exhiber comme ça, cet attachement, Moi, alors enfin, le premier truc qui m'est venu en tête quand, enfin, on parle de ces marques, c'est un peu, les marques au fer rouge des esclaves, avant et pourquoi, oui, pourquoi cette marque sur le front, quoi?
Il y a un peu cette idée-là, en effet. Hem, Comment dire? Les divinités, que vénère la nation humaine, sont, heu je cherche comment répondre. Hem, pour ma part, moi, je suis pas religieux, je suis pas croyant, donc j'ai pas essayé de rallier ça à une quelconque religion connue, mais les divinités que vénère cette, société humaine ont quelque part un statut, tyrannique, un statut un peu despotique, et bien que la vénération soit, consentie Mmh. par les humains et même, qui même, comment dire? Bah, demander. Prépondérante, ouais, voilà, prépondérante aussi dans la plupart des strates de la société. Je considère que, les dieux et leurs oracles, ont la main mise en quelque sorte sur leurs humains. Voilà. Alors, c'est difficile de continuer à en parler sans spoiler, donc Non, mais on peut s'arrêter là, hein. Ça, tu as répondu à mes questions. voilà. Mais effectivement, en gros, ton interprétation est la bonne. D'accord. Voilà. Comment as-tu, construit cette magie? Comment tu t'es mis à poser les limites? Est-ce que tu es parti, du coup, bah, de ce panthéon en te disant: «Bah, tiens, si je fais ce panthéon de telle manière, alors, ces personnes auront tel pouvoir et ces personnes auront tel pouvoir»? Hem, voilà. Globalement, sur là où les 2 premières parties, en tout cas, que j'ai écrites, la magie répondait aux besoins scénaristiques, aux besoins d'écriture, notamment avec Neyr qui, en fait des usages un peu costauds dans la première partie. Donc là, j'étais pas vraiment limité. Hem D'un autre côté, je trouvais que ça rendait plutôt bien. Ça faisait d'elle un personnage, plus costaud, plus assuré que les autres avec, vraiment là un personnage, redoutable. Là où Wayne et Kerrick vont être, plutôt des débutants en quelque sorte. Elle est plus âgée, elle est plus dans le game, on va dire. Ensuite, j'ai essayé de restreindre. Effectivement, c'est plus perceptible sur les bases arcanes puisque les, déjà ils sont plus utilisés en fait dans les livres. Donc j'ai été obligé de vraiment plus canaliser à ce niveau-là. Mais on a les clairvoyants par exemple qui entretiennent une forme de télépathie en quelque sorte. Euh, les enchanteurs qui vont pouvoir manipuler un peu les objets autour d'eux, donc avec une certaine forme de télékinésie, plus ou moins, et les trompeurs qui vont pouvoir réaliser certaines illusions. Euh, c'est en quelque sorte des représentations des écoles de magie. Encore une fois, on peut retrouver dans Donjons et Dragons. En fait, c'est ma Bible, carrément. Et l'arcane tordu, par exemple, celui que maîtrise Lise, c'est la nécromancie, tout bêtement. D'ailleurs, c'est une nécromante. J'ai repris le vocable quasiment à l'identique. Je me suis pas foulé. Euh, voilà, c'est donc je restreins un petit peu les champs les champs d'utilisation de ces magies, de ces arcanes. Après, en termes de possibilités magiques, ma limite, elle va être si ça fout le scénario en l'air, si ça fout l'histoire, enfin, si ça la rend incohérente et molle, parce que trop facile, c'est pas possible. OK. Hem, j'ai plus trop de questions sur la magie. Donc, Mhm. moi j'avais remarqué aussi, enfin, c'est l'aspect, la grosse dimension sociale qu'on avait déjà évoqué précédemment, avec les différents points de vue. On fréquente bien plus les bas quartiers, les tréfonds de la cité, que la Mhm. haute société.
Déjà pourquoi ce choix, de se plonger, plutôt dans ces bas quartiers que, et pas du tout, finalement, aller vers la haute? Enfin très, très, très peu. Mmh. Ça s'est fait principalement à cause des personnages principaux et bah, du début de l'intrigue principale. Donc Wayne, lui, est issu de cet environnement-là. Kirik doit aller enquêter dans cet environnement-là. Marissa, elle, de son côté, a sa tâche à mener et c'est plus facile de faire ce qu'elle a à faire dans cet environnement-là. Donc tout en fait redirigé un peu vers cet endroit-là. Et comme j'étais aussi à mes tout débuts de l'écriture, j'ai pas, je pense que j'ai pas conscientisé le fait de chercher à aller un peu ailleurs. Après, la ville plus haute, on y va de temps en temps avec le Ducaltan, mais c'est vrai que j'ai pas fouillé toute la partie bourgeoisie, noblesse. Ça peut être un petit peu plus creusé dans les parties suivantes, mais ça a pas été quelque chose que j'ai beaucoup exploré. Je crois que si c'est dans la deuxième partie qu'on fait connaissance des autres, enfin, des autres membres du conseil Mmh, de la porte orientale. Donc, il y a un oui. petit peu plus d'exploration à ce niveau-là, mais je, je sais pas. Peut-être que j'irai voir de ce côté-là. Je sais pas encore. Et ensuite, enfin, tu expliques bien, un peu, les comment dire? Pas les litiges, mais les problèmes sous-jacents, enfin les problèmes de respect entre les différentes espèces, finalement. Mhm. Mhm. Hem, je pense, pas notamment aux primitifs, même si c'est pas les Mhm. seuls, qui sont stigmatisés. Hem, pourquoi, pourquoi mettre, oui, pourquoi mettre en scène tout ça, pourquoi avoir voulu que, enfin finalement, il y a pas 2 espèces qui s'entendent, quoi? Parce que les humains sont arrivés assez récemment dans l'histoire, en quelque sorte. Ça fait 200 ans à peu près. Ils sont arrivés, ils ont tout posé sur la table. Ils se sont dit, si c'est chez nous maintenant. Ils ont chassé les primitifs qui étaient là. Ils les ont relégués sur la péninsule où ils les ont absorbés, en quelque sorte, dans leur propre société. Euh, donc il y a déjà un ressentiment de la part de ces deux espèces-là. Les Aranvol, de leur côté, ont vu des gens arriver sur leur terre et s'installer sans rien demander à personne. Donc, pas content. Les Vampirions, eux, de leur côté, ont leur propre histoire qui sera un petit peu plus creusée dans les prochains livres. Ils ont des raisons de pas être, de pas être contents non plus. Mais globalement, oui, effectivement, toutes les sociétés sont dans un équilibre fragile au début de l'histoire. Et forcément, cet équilibre va être de plus en plus heurté au fur et à mesure qu'on avance, euh, puisque pour les besoins de l'histoire également, j'avais envie d'aller vers un conflit, enfin des rencontres entre les différentes ascendances, les différentes espèces, et une rencontre qui soit conflictuelle. J'avais envie d'aller dans cette direction-là. Après, c'est en quelque sorte une règle générale, mais là, actuellement, au début où on en est, les différentes espèces arrivent à se côtoyer Oui. les unes les autres sans que ce soit la guerre ouverte. Euh, Oui, non, voilà. mais c'est un, comment dire? Un mal-être sous-jacent entre Ouais. les Bah, il y a une certaine forme de peur aussi, de peur de l'inconnu, de peur de se faire chasser de ces terres, elles sont précieuses pour tout le monde. Les primitifs, eux, se sont déjà fait chasser, les humains se sont installés, mais ils ont pas envie de se faire dégager. Euh, donc, mmh, une certaine peur et une certaine insécurité, un certain sentiment d'insécurité qui peut aussi être entretenu à dessein par les différents dirigeants euh, pour pour leurs besoins futurs. non, mais c'est très clair. Hem,
Mes dernières questions, elles portent, sur un élément qu'on n'a pas du tout abordé, que je pense qu'il faut pas aborder trop dans le détail. Mmh. Mais, le titre de la saga, c'est Ouroboros. Oui. Donc, Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Pourquoi partir, de ce mythe? Qu'est-ce que tu voulais en tirer? Alors effectivement, on ne pourra pas trop en parler non plus parce Oui, que c'est quelque chose qui va se suivre, tout au long de l'histoire puisque si ce qu'on peut en dire facilement, c'est que l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, va être, en fait, une symbolique très large selon les différentes cultures, selon les différentes interprétations. Ça peut être, synonyme d'autodestruction ou de renaissance, ou il y a aussi l'espèce de forme cyclique, d'un renouvellement continu et toutes ces notions-là vont être présentes dans l'histoire principale et ça me semblait assez pertinent de l'illustrer comme ça, sans compter que ben, on a un affrontement entre les humains et les hommes serpents, donc la symbolique reptilienne là aussi se prêtait bien au jeu. Voilà. Puis j'aime bien le mot aussi. Je pense que ça a commencé comme ça, à la base. la sonorité c'est vrai qu'elle est sympa. Hem, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je pose? Que tu n'aurais pas posé et que j'aurais aimé que tu poses. Un J'en ai sujet ou un quelque chose que j'en ai pas qui me viennent. Mmh, si, j'en ai pas vraiment qui me viennent. Oui, non, je disais j'allais dire si les personnes qui regardent, aussi ont des questions, n'hésitez pas, mais oui aussi, oui, bien sûr, oui. Parce que, là, après au niveau du livre, enfin, il y a eu plein de questions auxquelles j'ai été, ravi de répondre. J'ai pas le sentiment qu'il y ait quelque chose qui soit passé à côté. Je suis en train de chercher dans ma tête. Ah non, je crois pas. bien, dans ce cas, moi, je suis à court de questions et puis on est OK. parfaitement dans les temps parce que ça fait 1 heure. Voilà, donc merci beaucoup à toi, pour ce livre. Le lien sera bien sûr dans la description et je l'ai mis, plusieurs fois dans le chat. Hem et puis, on attend dans la suite. Voilà. La suite est déjà écrite, plus qu'à la Oui, publier. mais nous n'y avons pas accès. Non, je sais, mais Donc bientôt. au revoir Twitch, et puis, ah oui si, les annonces nous qu'on a, la semaine prochaine, on est en live actu, le dimanche avec un invité, et la semaine d'après, on est en interview. C'est ça? Il faut que je regarde mon calendrier qui est beaucoup trop chargé. La semaine d'après, on doit être en interview normalement pour Miska, si je ne dis oui. Pour Miska d'Eva Martin, qui est sorti ou Martin, qui est sorti, ben, hier, chez les éditions Critiques. Voilà, voilà. Bah, je vais couper le live. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi.